Tiffany est désormais architecte du rapport avant sa chute. La semaine vient de saisir le projet pour les travaux avant que les clients n'arrivent. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur nos régions de la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis au sommaire, l'entreprise minière Kipushi Corporation Kiko dans la province du Haut-Katanga. Plus de 33 ans après sa mise en sommeil, l'entreprise célèbre dans la production de zinc reprend ses activités. Dans un premier temps, cet établissement va réaliser une production mensuelle de 45 000 tonnes de zinc. Le coup d'envoi a été donné hier par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plus de précisions dans ce reportage de Guilain Kabalondi. La symbolique est simple et forte. À travers ce geste, le chef de l'État relance officiellement la production des zinc à l'entreprise minière Kipushi Corporation, Kiko, située à 30 km de Lubumbashi. Après 33 ans d'inactivité, la mine la plus profonde de l'Afrique centrale est de nouveau opérationnelle. Fruit d'un partenariat qui découle d'une jointe venture entre la Gécamine et les géants miniers Ivanhoe Mines, les gisements de la mine souterraine de Kipushi refait surface sur l'échiquier international. L'heure est à présent à la production, comme l'a constaté le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la distinguée première dame et de nombreux officiels lors de cette visite guidée. 45 000 tonnes de minerais de zinc sont produites mensuellement et Kiko réalise par ailleurs une production annuelle de 540 000 tonnes et entend augmenter graduellement sa production d'ici le premier trimestre de 2025. Ces explications ont été données lors des différents discours prononcés à cette occasion. Dans le cadre social, l'entreprise devra contribuer énormément au progrès des entités affectées à travers différents projets communautaires. Cette activité va créer beaucoup d'emplois et cet emploi sera, je dirais, offert aux communautés locales. Donc là, c'est un élément très important. Mais également, sur les aspects de maximisation de recettes, nous pouvons assurer que cette usine payera les droits et taxes qui doivent être faits et cela va contribuer davantage au niveau du budget national. L'espoir de tout Kipushi repose sur cette compagnie. Et voilà qui explique la mobilisation pour cet événement. Très heureuse, cette population qui n'avait jamais vu un chef d'État dans ces territoires depuis 22 ans est venue massivement dire merci aux premiers citoyens du pays pour la matérialisation de ce projet. Et pour mieux communier avec cette population, c'est au stade de l'OUA que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est adressé à ses compatriotes. L'emploi des jeunes, la relance de l'entreprise Kiko, la situation sécuritaire du pays et la question de la révision ou du changement de la Constitution ont été abordés. Au sujet de la révision ou du changement de la Constitution, comme à Lubumbashi, le garant de la nation a confirmé qu'il mettra en place l'année prochaine une commission chargée de réfléchir sur la Constitution. Je redis ici ce que j'ai dit hier. L'année prochaine, dès que le moment arrivera, nous allons mettre sur pied une commission qui va se pencher sur l'examen de cette constitution et ensuite proposer dans un premier temps aux élus ce qu'il y a lieu de faire, quitte à arriver jusque même à la consultation populaire. C'est par un appel à la mobilisation générale pour barrer la route à ceux qui veulent s'ériger en obstacle pour le développement du pays que le chef de l'État conclut son meeting. Restons momentanément à Kipushi, dans le Haut-Katanga. L'inauguration de cette nouvelle usine de Kiko vient de contribuer à la création de plus de 1000 emplois pour les Congolais, dont 15% seront occupés par les femmes. Précision faite par le ministre des Mines au cours de cette cérémonie du lancement de cette usine. Il s'est exprimé au micro de Nadine Futuka. Après plus de 30 ans d'abandon, la société minière de Kipushi Corporation répond désormais avec des activités économiques de grande importance. L'usine de Kiko va contribuer à créer des emplois au bénéfice des Congolais. La région du Grand Katanga est généralement réputée pour son cuivre et son cobalt. Après le germanium que nous avons déjà lancé, voici une nouvelle opportunité où on peut justement
avoir une nouvelle commodité qui est le zinc et qui est un minerai très prisé aussi au niveau stratégique. Un projet comme celui-ci est un projet qui implique les communautés locales. Ici, on donnera à peu près 1000 nouveaux emplois et sur ces 1000 emplois, 90% viendra des communautés avoisinantes. Dans ce niveau d'emploi, nous avons aussi à peu près une quinzaine de pourcents, ce sont des femmes. Donc c'est important de rappeler ça lorsque l'on sait que le chef de l'État est le champion de la masculinité positive. Et donc aujourd'hui, cela va faire que cette mine revit. Ça mettra de l'activité économique tout autour de la ville de Kipushi, mais également des programmes communautaires sont mis en place. Ces programmes sont de la pisciculture, de l'agriculture. L'usine de Kiko améliore aujourd'hui et alimente l'ensemble de la ville de Kipushi en eau. La production du zinc par l'entreprise minière Kiko entend s'inscrire dans le respect des normes environnementales. C'est un point d'honneur pour lequel le gouvernement n'entend pas négocier. Fin du premier round de discussion à Bibois entre le gouvernement central et les banques syndicales de l'administration publique sur la rémunération des agents de l'État. Ces travaux de la commission paritaire ont débouché sur plusieurs recommandations, parmi lesquelles l'amélioration des conditions socio-professionnelles des agents et fonctionnaires de l'État, comme nous disent Nadine Kiloche, Cédric Kenina et Moki Maluma dans ce reportage. Clôturé ce samedi 16 novembre 2024 au coucher du soleil à Bibois dans la commune de Lantiélé, la fin des travaux de la commission paritaire gouvernement INAP a été caractérisée par un atterrissage en douceur avec la signature du protocole d'accord reprenant plusieurs résolutions pour mettre en place une transformation profonde de l'administration publique congolaise. Présidé par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, la tenue de la commission paritaire de Bibois traduit la ferme volonté politique qui anime le gouvernement sous le leadership du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de résoudre tous les problèmes des fonctionnaires par le dialogue social. Je voudrais dire au nom de Madame la Première ministre, chef du gouvernement, toute notre reconnaissance et exprimer des remerciements soutenus pour le sens des responsabilités dont vous avez fait montre. Le dialogue demeure la seule arme à notre disposition pouvant nous permettre d'aplanir nos divergences, mais aussi de tracer ensemble le chemin qui va nous conduire vers les horizons du surlendemain. En témoignent les engagements pris notamment pour l'amélioration des conditions socio-professionnelles des fonctionnaires, la récupération du pouvoir d'achat, la modification de la grille barémique, la poursuite du processus d'assainissement du fichier de paye, la poursuite du processus d'inclusion salariale par la mécanisation. La liste n'est pas exhaustive. Le problème de la rémunération de l'agent public de l'État sera résolu avec l'organisation de la commission paritaire sur la politique salariale. Nous avons été satisfaits. Une nouvelle feuille de route sur l'amélioration du climat des affaires et des investissements présentée aux partenaires par l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI. C'était au cours d'un atelier organisé à Kinshasa. Yvette Makuntima. D'un côté, le vice-premier ministre et ministre du Plan et Coordination de l'aide au développement, Guylaine Mbombouizia, et de l'autre, l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI, représentée par son directeur général ad intérim, Bruno Chibangu Kabaji. La réunion du comité de pilotage sur l'amélioration du climat des affaires s'est fixée comme objectif l'examen du projet de la feuille de route des mesures et réformes gouvernementales sur l'amélioration du climat des affaires en RDC. L'assainissement de l'environnement des affaires demeure une quête permanente, un processus dynamique, aussi bien pour les États développés que ceux en développement, dans l'objectif d'attirer et de pérenniser les investissements tant publics que privés. Ces résultats peu réduisants des efforts d'amélioration du climat des affaires, plutôt que de nous décourager, nous motivent à renouveler l'engagement du gouvernement avec plus de détermination, en agissant avec comme leitmotiv l'efficacité, la rationalité, l'efficience et surtout le pragmatisme. Le climat des affaires, colonne vertébrale de toute économie assise sur le partenariat public-privé, c'est ce qui justifie la présence à cette rencontre du vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba. En gros,
Le climat des affaires en RDC s'est fait réguler par cette feuille de route contenant des actions à mettre en œuvre dans le processus de validation des réformes dans ces domaines précis. Aujourd'hui, lundi 18 novembre, l'Afrique célèbre la journée africaine de la statistique. Pour cette année, le thème retenu est soutenir l'éducation en modernisant la production des statistiques adaptées à ses besoins. Et à cette occasion, le secrétaire général au plan, au nom du vice-premier ministre empêché, a adressé un message à la nation. On l'écoute au micro de Jojo Nzipou. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, l'Afrique célèbre le 18 novembre de chaque année la journée africaine de la statistique instituée en 1993 par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. La journée africaine de la statistique constitue un forum de plaidoyer et de partage d'informations statistiques qui permettent aux composantes du système statistique national de la République démocratique du Congo de s'informer et d'informer davantage le public sur le rôle, la place et l'utilisation des statistiques officielles de qualité. Pour cette année 2024, le thème retenu est soutenir l'éducation en modernisant la production des statistiques adaptées à ses besoins. Ce thème trouve son importance dans la mesure où le gouvernement de la République s'est résolu, à travers différents programmes et réformes, à améliorer la qualité de l'enseignement et à veiller à la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement tel que décrété par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. En effet, l'évaluation de ce programme et réformes nécessite des statistiques fiables et pertinentes couvrant le territoire national. De ce fait, il est urgent et nécessaire de soutenir la modernisation de la production des statistiques de l'éducation pour une bonne planification stratégique. Des gros changements à la tête du conseil exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme. Le Brésil assume désormais la présidence et la RDC, elle, conserve son siège en tant que membre de ce conseil de l'OMT jusqu'en 2027. Des changements opérés au terme de la 122e session du conseil exécutif de l'OMT tenue en Colombie. Cédric Elina pour les commentaires. L'avenir du tourisme mondial se jouait en partie à Carthagène, en Colombie. La 122e session du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme, OMT, une réunion statutaire à laquelle a pris part les ministres du tourisme Didier Pombia Moussanga. Et ces assises ont permis de cerner la nécessité de promouvoir davantage l'innovation et l'éducation dans ces secteurs. Nous avons profité pour porter la voix de la RDC à accueillir des événements d'envergure qui permettent de générer des revenus, mais aussi de mieux faire connaître la destination RDC et également donc de voir tout ce qu'il y a comme programme qui peuvent profiter à notre secteur touristique, notamment en termes de formation, en termes de développement des compétences. Et nous pouvons dire que dès cette première journée déjà, nous avons eu des bons contacts et des échanges qui nous permettent d'être optimistes. Moment choisi également pour le patron du tourisme de la RDC d'inviter les pays latino-américains à participer à la grande fête de la rumba prévue en 2025 en RDC. Conformément au statut de l'OMT, le bureau du conseil exécutif a été renouvelé. Le Brésil assumera désormais la présidence du conseil accompagné de la République sud-africaine et de la Grèce en tant que vice-président. Le conseil a salué également le travail accompli par les bureaux sortants. Et par ailleurs, la RDC reste membre du conseil exécutif de l'OMT jusqu'en 2027, renforçant ainsi son engagement dans la gouvernance mondiale du tourisme.
Autre titre annoncé à l'ouverture de ce journal, le nombre d'accidents en baisse sur les routes de Kinshasa. Pour le premier trimestre de cette année, la capitale a enregistré 356 cas d'accidents contre plus de 1600 cas pour l'année passée. Ce chiffre a été dévoilé en grande nature sur un grand panneau érigé sur l'avenue Victoire. C'était hier à l'occasion de la célébration de la journée mondiale du souvenir des victimes de la circulation routière qui avait pour thème choisi la vie ou la mort. Pierre Mbouissaïti. À l'instar d'autres nations de la planète, la République démocratique du Congo, par le biais du ministère provincial, en charge des transports et mobilités urbaines de Kinshasa, a aussi célébré dans une originalité à la congolaise la journée mondiale du souvenir des victimes de la circulation routière, dont 356 cas d'accidents ont été enregistrés durant le premier semestre dans la capitale congolaise. Placé sous le thème « Parler des addictions au volant » à l'occasion de la semaine de sécurité routière, cette journée commémorée lors d'une symbolique matinée de sensibilisation axée sur le slogan « Choisis la vie ou la mort » a vu le ministre provincial Bob Amisoyo Kalumbila dévoiler d'abord une grande affiche au croisement des avenues Victoire et Sayo Kantasseux, ensuite socialiser les usagers routiers lors d'une marche de conscientisation dans certains endroits de la capitale et enfin animer un meeting au terrain à Sosa, aussi bien en mémoire des victimes qu'à l'intention des usagers routiers de Kinshasa autour du respect du code de la route. Il était très important pour nous de sensibiliser les personnes pour dire qu'on ne peut pas boire au volant, on ne peut pas parler au téléphone au volant. Donc le respect du code de la route était important pour nous de sensibiliser en ce moment. Il convient de noter que c'est pour la première fois qu'est célébrée à Kinshasa cette journée, et ce, 3 années après l'adoption de la dite journée par les Nations Unies. Une autre journée célébrée dans ce journal, c'est celle du diabète. Elle est commémorée le 14 novembre de chaque année. Et pour l'occasion, le mouvement Lions Club a lancé une grande campagne de sensibilisation contre cette maladie. Plus de précision avec Eugénie Dada Chabani. 7% de la population de la RDC souffre du diabète selon les statistiques des différentes études prises en compte au programme national de lutte contre le diabète. Cette maladie chronique qui frappe de plein fouet le monde est en RDC un réel problème de santé publique vu les taux élevés de diabétiques de type 1 et 2. Dans différents hôpitaux et centres de santé, on dénombre de nombreux cas, parmi lesquels les enfants et les femmes. Le diabète est aussi l'une des causes de la mortalité et de la morbidité de la population. La sensibilisation de la population demeure l'arme efficace. En marge de la journée mondiale du diabète, le Lions Club International District 409, zone Kinshasa, présidé par Richard Ashinda, a organisé une journée de sensibilisation de la population sur le diabète et le dépistage des volontaires. Cette journée était un réel cadre d'échange d'expériences des médecins pour parler des causes du diabète de type 1 et 2, la prise en charge des malades et des bonnes pratiques pour la prévention. Pour le président des Lions Club Zone Kinshasa, Richard Ashinda, cette journée était organisée en partenariat avec le Centre éducatif Diabète Santé et le Programme national de lutte contre le diabète. En général, le diabète de type 2, très souvent, il passe inaperçu. La meilleure façon, c'est de se faire dépister pour le savoir. Le type 1, celui qui survient chez des jeunes, on peut avoir des signes, on urine beaucoup, on a soif et on perd beaucoup de poids. Le diabète tend à prendre de l'ampleur à cause de mauvaises habitudes alimentaires, à cause de la sédentarité. Les magistrats militaires et civils de retour sur le banc de l'école. Pendant 5 jours, ils viennent de renforcer leur capacité sur les violences sexuelles et autres pratiques contraires aux valeurs éthiques. Une session de formation organisée par les conseils supérieurs de la magistrature et l'agence belge de développement ENABEL. C'est un reportage de Yvette Makontima. 5 jours à aborder sans tabou la problématique liée à l'impunité des auteurs de violences sexuelles et à d'autres pratiques contraires à la loi et aux valeurs éthiques.
Des pratiques tristement répandues au sein de la société congolaise et faisant des milliers de victimes. Les thématiques choisies au cours de cet atelier, organisé par le Conseil supérieur de la magistrature avec le soutien de l'Agence belge de développement ENABEL, visaient à renforcer la procédure disciplinaire tout en respectant les principes d'éthique et de déontologie professionnelle. Nous avons recommandé aux magistrats, lorsqu'ils traitent les affaires en rapport avec les violences sexuelles, ils doivent appliquer le code d'éthique et déontologique pour éviter de se compromettre dans l'exercice de leurs fonctions. Une initiative qui s'aligne dans la vision stratégique d'ENABEL qui œuvre pour l'amélioration de la gouvernance et de la justice en RDC. Ce programme lui-même appartient donc à un pilier que nous appelons la gouvernance. Donc globalement, il s'agit donc de renforcer la gouvernance. La promotion des droits humains, la protection des droits humains participent de la bonne gouvernance dans un État. Les magistrats civils et militaires formés ont promis de mettre en pratique les enseignements reçus. Il nous appartient à nous aussi de pouvoir restituer tout ce que nous avons reçu, de sorte que, en tout cas, un rappel continuel puisse être fait pour que le dossier soit bien traité avec célérité, avec conscience. Les participants ont reçu des brevets en reconnaissance de leur engagement et des compétences acquises pour renforcer leur capacité dans la lutte contre l'impunité, en particulier celle des auteurs de violences sexuelles. Lors de l'évaluation à sonner pour le processus électoral 2021-2024, la CENI a organisé pendant 2 jours une assemblée plénière pour évaluer les processus en cours. Objectif, identifier les forces et faiblesses et aussi formuler les recommandations pour renforcer la gouvernance électorale en RDC. Cérémonie présidée par le numéro 1 de la CENI, Denis Kadima, comme nous disent Gérest Foudjé et Tétis Samba dans ce reportage. Cette assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante, tenue du 15 au 16 novembre 2024 à Béatrice Hôtel, était consacrée à l'adoption et la validation des recommandations formulées lors de l'atelier d'évaluation à mi-parcours du processus électoral 2021-2024. Présidé par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, ces travaux repartis en 7 sous-commissions ont été constitués pour travailler sur des thématiques clés comme le cadre légal et réglementaire, la sensibilisation électorale, la communication, la révision du fichier électoral, la campagne électorale, la réception et le traitement des candidatures, la formation et le déploiement des agents électoraux, les finances et l'administration, l'informatique et la logistique et la sécurisation électorale. Nous avons mis en œuvre différentes opérations, cartographie opérationnelle, enrôlement des électeurs, les repérages du centre de vote, les scrutins, le contentieux électoral, tout ce qu'il y a eu comme innovation, parce qu'il y en a eu beaucoup. Nous pensons qu'une commission électorale doit toujours se remettre en cause, doit toujours réfléchir sur ce qu'elle a fait pour pouvoir améliorer. Ces discussions ont porté notamment sur l'évaluation de l'efficacité des dispositions légales et réglementaires, des innovations récentes dans la loi organique, les capacités logistiques et techniques, ainsi que la sécurisation des opérations électorales. Avec un mandat courant jusqu'en 2027, cette évaluation de mi-parcours marque une étape cruciale pour tirer les leçons nécessaires pour optimiser les préparatifs des prochaines séances électorales. L'RDC vient de prendre la tête de l'Association des régulateurs des télécommunications d'Afrique centrale, ARTAC, qui vient d'éclore ses travaux à Kinshasa. Cette association vient aussi de renouveler ses statuts, décision prise à l'unanimité par les États membres. Guy Matundu pour plus de précision. La RDC vient d'être honorée par l'Association des régulateurs des télécommunications d'Afrique centrale, qui a porté à sa présidence M. Christian Katende. Les pays membres de l'ARTAC réunis à Kinshasa ont jeté leur dévolu sur le président de l'autorité de régulation de postes, téléphones et télécommunications de la RDC. Les assises de Kinshasa ont permis aux pays de la sous-région de se doter de projets innovants. L'association vient d'actualiser ses statuts. Désormais, elle prend en compte le volet postal. Le numérique est un vecteur de croissance pour les pays de la sous-région qui projettent le développement d'une vision partagée pour un avenir numérique inclusif. Le désormais président de l'ARTAC, Christian Katende, est conscient de la tâche qu'il attend et surtout de la mission de digitalité de la RDC, mission lui confiée par le chef de l'État. En étant président
d'une telle organisation, non seulement de faire en sorte que ce partage soit important entre nous, on peut ensemble voir ce que l'un et l'autre a réalisé et ce qui en est ressorti comme résultat, et l'amener dans notre propre pays pour le faire avancer plus vite. Nous avons un gros soutien du président de la République qui souhaite que l'inclusion numérique soit effective. Il souhaite vraiment que le numérique porte en fait notre économie et nous allons faire le nécessaire pour cela. Christian Katende a plusieurs casquettes. Outre ses fonctions au sein de l'ARTAC, il est président du conseil d'administration de l'Union africaine de Poste, vice-président du CRASA au niveau de l'Afrique australe, président de l'Union panafricaine de Poste et membre de l'EACO au niveau de l'Afrique de l'Est. Je reviens également à ce que je disais au sommaire. La SNEL alerte une grande partie de la commune de Mongafula et ses environs risquent d'être plongés dans le noir. Les pylônes 22 menacés par de têtes d'érosion. Ces pylônes situés à la Fagne est désormais à 10 mètres du ravin avant sa chute. La SNEL vient de saisir l'OVD pour les travaux avant que le pire n'arrive. Yvette Makuntima. De l'électricité qui dessert Kinshasa passe par cette ligne haute tension à double terne. De Kimwenza jusqu'au poste de Makala, Lingwala et Utexco, la sécurité doit être démise. Au quartier Ngafani à Mongafula, les dernières pluies diluviennes n'ont pas laissé beaucoup d'espace. Au pylône 22, à peine 10 mètres séparent les ravins du pylône. La chute est certaine si rien n'est fait. SNEL a déjà informé de toute la hiérarchie pour qu'on puisse intervenir. Nous avons contacté déjà OVD. Nous attendons qu'on puisse nous faire une cotation. Il y a aussi les grands travaux qui ont commencé déjà. Il y a quelques Chinois qui ont déjà commencé. Mais pour concernant la SNEL, vraiment c'est en urgence. Donc tout est mis en marche de façon que les travaux puissent aller de l'avant. Néanmoins, les gens de la SNEL sont venus, ils ont piqué les câbles. Que je doute fort que ça peut résister. Je pèse bien les mots. Je doute fort. Parce que quand vous voyez comment ça apporte de grandes choses par rapport à ces câbles, je ne sais pas, je ne suis pas du domaine, mais je doute fort. Donc le danger est vraiment permanent. Nous sommes tous les enfants de Fachi, nous avons voté Fachi, et ici ça demande l'intervention personnelle de Yemoko, de Ibalubaka, Yemei. Donc s'il fait son intervention, je pense qu'une bonne solution peut arriver. Les techniciens de la SNEL SA sont déjà à l'œuvre pour les travaux du génie civil afin de stabiliser cet outil de transport de l'énergie électrique. Le RDC vient de prendre la présidence tournante d'Africa Rise pour un mandat de 2 ans. À Tananarivo, en Madagascar, le ministre de Recherche scientifique et Innovation technologique a représenté le pays à la 33e session ordinaire de cet organe de l'Union africaine. Encore une fois de plus, Yvette Makuntima. Cette session porte sur la nécessité de respecter les engagements pris en faveur de l'autosuffisance en riz grâce à la transformation des systèmes agroalimentaires basés sur les riz. Prennent part à ces assises les représentants du Bénin, de Madagascar, pays hôte, la RDC, le Nigeria, le Sénégal, le Cameroun, le Burkina Faso, le Libéria et la Sierra Leone. Lors de la séance plénière, le ministre congolais de la Recherche scientifique et Innovation technologique, Gilbert Kabanda, a affirmé que pour transformer les systèmes à base de riz en Afrique et garantir la sécurité alimentaire face au changement climatique, il est nécessaire d'appliquer une approche holistique et intégrée. Les députés nationaux plaident pour la révision du Code du travail et du régime de sécurité sociale. Plaidoyer fait auprès du ministre de l'Emploi et Travail par 2 élus nationaux. Une révision qui vise tout d'abord à mettre fin aux mauvaises conditions et autres abus dont sont victimes les travailleurs congolais de la part de certains employeurs étrangers. C'est un reportage de William Tunakov. Les mauvaises conditions de travail et autres abus dont les travailleurs congolais sont victimes de la part de certains employeurs expatriés étaient au centre de l'audience que le ministre de l'Emploi et Travail, Ephraim Akwakwanametou, a accordé samedi 16 novembre 2024 dans son cabinet de travail aux députés nationaux Serge Bahati Maïgende
et Patrick Eshibakase Mwana, visant respectivement la révision du Code du travail et le régime de sécurité sociale, devant renforcer les moyens d'agir de l'Inspection générale du travail en vue de faire respecter scrupuleusement la législation sociale congolaise. Les deux élus nationaux ont aussi promis leur accompagnement à la réforme initiée par le ministre Akwakwa, conformément aux instructions reçues du chef de l'État lors du Conseil des ministres et aux orientations de la première ministre, chef du gouvernement. Nous serons là pour accompagner les réformes dans ce secteur, tout en mettant un accent sur le fait que nous sommes nous-mêmes artisans de réformes dans le secteur du travail. Les deux propositions de loi déjà déposées au Parlement visent aussi à renforcer le statut juridique du travailleur congolais afin de répondre à l'exigence du droit social moderne. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par André Ndjeka, Jonathan Moubalama. La partie technique a été assurée par François Kapiamba, José Dimone Kene, Alain Sodi, Barbosa Massela. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 13h30 Louisette Ntakala. Moi, je reviens demain à la même heure. Bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.